Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne émergence de ce jour. Nous allons parler de cette grande conférence, la deuxième qui est attendue bien sûr vers mi-mai de cette année, bien sûr ici au Togo à l'université de Lomé, et c'est bien sûr à mettre à l'actif de CERSA qui est défini comme centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires à l'université de Lomé. Nous avons le directeur général bien sûr du centre. Il s'agit bien sûr du professeur Kokou Tona, avec qui nous allons mener le débat jusqu'à la fin de cette émission. Bonjour ou bonsoir à vous tous. Monsieur Tona, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Bonjour monsieur. C'est moi de vous remercier. Merci bien. J'espère que ça va bien sûr au niveau de CERSA. Bien sûr. Au niveau du CERSA, il n'y a pas de souci. Oui. On avance. Oui. C'est un centre d'excellence régional sur les sciences aviaires qui couvre plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et le CERSA, en tant que centre même, a démarré depuis 2014. Ouais. Et à ce jour, nous avons quand même à notre actif près de 300 étudiants qui sont inscrits en master. Nous avons près de 75 étudiants qui sont inscrits en thèse. Bien sûr, il y a déjà des gens qui ont soutenu, qui ont fini leurs études. Et en termes de formation de courte durée, formation professionnelle, formation modulaire, nous avons également plus de 2000 qui sont déjà formés partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Donc, en gros, nous avons au CERSA eu des étudiants venant de près de 15 nationalités, déjà. Des étudiants venant, bien sûr, de 15 nationalités, de 15 pays. Ouais. Alors, quand on dit CERSA, surtout pour un profane qui ne s'y connaît pas, justement, on dit sciences aviaires. Qui peut postuler ou bien qui peut venir à CERSA étudier? Tout étudiant ou bien ce jeune-là qui a juste eu le bac, ou comment ça se fait? Le CERSA donne des formations niveau master et doctorat. Les formations universitaires, c'est master et doctorat. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir la licence. La licence en sciences animales et en sciences agroéconomiques aussi. Et la licence en procédé de transformation des produits agricoles. Donc, celui qui a ce profil peut postuler au CERSA pour le master et pour postuler au doctorat. Donc c'est encore celui qui a le master ou bien le DEA dans ces différentes disciplines que je viens de citer. Ça c'est pour la formation universitaire. On n'est pas seulement dans la formation universitaire, nous sommes dans la formation professionnelle aussi. Ah oui? Oui, avec des modules bien précis. Donc pour la formation professionnelle, nous faisons en gros 7 ou 8 modules de formation de courte durée qui ne durent pas trop longtemps. Une semaine au maximum pour avoir la main et avancer. Et dans cette formation de courte durée, il y a beaucoup de modules sur l'aviculture, à commencer par les techniques de production avicole, par exemple, l'alimentation des volailles, la biosécurité, c'est-à-dire l'hygiène dans les exploitations avicoles, comment faire pour ne pas faire venir les maladies. Nous avons aussi un module sur le plan d'affaires. Vous voyez, non? Il y a le plan d'affaires, on a des modules sur ça, le plan d'affaires dans la filière avicole. Dans la filière agricole. Avicole, volaille seulement. Donc c'est pas la même chose, c'est spécifique. Donc avec toutes ces formations, qui sont des formations modulaires, qu'un apprenant ou un professionnel peut venir juste choisir son module et suivre. Un autre peut venir prendre tout le paquet. Et quand il prend tout le paquet, il a la formation de technicien avicole. Bon, parallèlement à ça, nous avons également une autre formation, nous avons une autre offre de formation qui se focalise sur l'élevage des mouches, soldats noirs. C'est-à-dire, ça m'intéresse cette partie. Nous avons les mouches soldats noirs qui sont élevées pour produire les larves. Et ces larves, séchées ou pas séchées, sont des sources
de protéines d'origine animale pour nourrir les volailles. Et nous les utilisons pour remplacer ou substituer la farine de poisson dans l'alimentation des volailles. Vous savez, la farine de poisson devient de plus en plus rare. Il y a la compétition avec l'humain. Vous voyez, non? Bon, pour ne pas continuer avec cette compétition, il faut trouver des alternatives. Et donc, cette formation dure généralement 1 semaine. Nous venons même de lancer des appels à candidature pour recruter des apprenants et les former sur ces différents modules. Voilà. Parfait. Et ça nous a permis d'avoir le cœur net par rapport à tout ce qui se fait au niveau de CERSA. On en parle depuis des années, mais les gens ne maîtrisent pas vraiment ce qui se fait. Ouais, c'est l'enseignement supérieur. Il faut fouiller un peu pour mieux s'imprégner de tout ce qui se fait. Et vous dites que c'est depuis 2014 que ça existait, hein? Ouais. Dans la sous-région ouest, c'est l'unique dans la sous-région ouest africaine. Oui. Je place encore un peu le contexte. Oui. Nous travaillons sur la filière avicole avant même le CERSA. Avant le CERSA, ok. Nous avions un laboratoire des techniques de production avicole, laboratoire des sciences avicoles, soutenu dans le temps par l'Université catholique de Louvain en Belgique, à travers un projet. Donc quand le projet là arrivé à sa fin, la Banque mondiale a lancé un appel à candidature pour les centres d'excellence. Et nous avons postulé. Quand on a postulé pour le centre d'excellence, on a été sélectionné. Et comme ça doit devenir un centre, on l'a nommé Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires. Parfait. Et le financement de la Banque mondiale dans le temps, c'était 8 millions de dollars, donc environ 4 milliards de francs CFA, qui nous a permis de prendre la base, de s'asseoir, de mener des activités et avancer. Donc, le premier financement qui était arrivé à la fin en 2019, fin 2019, la Banque mondiale a encore lancé l'appel, nous avons postulé et on a eu le renouvellement. Et il faut le dire, pour cette deuxième phase, la Banque mondiale a en tout 53 centres dans 11 pays africains. Mais le CERSA reste l'unique centre, ce centre-là, dédié rien que à la filière avicole, ouais, parmi les 53 centres que nous avons. La spécificité, bien sûr. Oui. Merci bien. Et puis, du 16 au 18 mai prochain, le CERSA organise, en collaboration, bien sûr, avec l'Association mondiale des sciences avicoles. Présentez-nous d'abord cette rencontre-là qui aura lieu du 16 au 18 prochain. Oui. Bon, avant même d'en arriver là, oui. Si vous le permettez, je dis rapidement un mot sur l'Association mondiale des sciences avicoles, en abrégé WPSA. On a pris les initiales en anglais pour abréger WPSA, qui est représentée presque partout dans le monde. C'est vraiment mondial. Bon, sur le plan mondial, l'association même organise des congrès chaque 4 années. Il y a la Fédération des États de l'Amérique qui s'organise aussi tous les 4 ans. La Fédération européenne qui organise aussi ses congrès. Mais c'est l'Afrique seule qui n'organisait pas de congrès. Et c'est ça là, nous avons pris l'initiative d'organiser la première édition de cette conférence. C'était en 2019 à l'Université de Lomé. Et c'était aussi sous ça a été aussi porté par le CERSA. Donc, la deuxième édition, bon, nous avons dit, comme nous sommes les premiers, nous sommes les pionniers, les initiateurs, il faut qu'on organise encore cette deuxième session avant de laisser à d'autres pays qui vont prendre la relève et ça va être tournant plus tard. Donc, voilà. Rapidement, en gros, ce qui se fait au niveau de l'Association mondiale des sciences avicoles. Et pour le Togo, pas pour le Togo, ici c'est panafricain, au fait. C'est panafricain, c'est pour l'Afrique tout entière. Et là, ça serait une rencontre de donner et de recevoir, de partage
d'expérience qui va se focaliser sur 5 ou 6 grandes sessions. Il y a une session qui va porter sur l'environnement, la santé et les systèmes de production. Une session qui va porter sur l'alimentation, la nutrition, le métabolisme chez le volaille. Une session qui portera sur les procédés de transformation, la qualité des produits de volaille. Quand je dis procédés de transformation, pour le commun, c'est l'abattoir. C'est l'abattoir. Voilà, il faut que je le dise. Voilà le mot, hein, voilà. Plus facile à prononcer pour nous qui sommes les profanes du domaine. Exactement. Donc, il y a une session qui va porter aussi sur la production, la reproduction, la production des poussins d'un jour. Nous consommons les œufs sur le marché. Tous les jours. Mais ce ne sont pas ces œufs-là qui font les poussins. Il y a aussi des œufs qui font les poussins. Ça, c'est une spécialité. Des œufs dédiés rien que pour produire des poussins. Rien que pour produire des poussins. Parce que nous avons dans nos cuisines, les matins, il faut casser un peu, faire un peu d'omelette. Voilà. Ça, c'est une spécialité dans la filière. Ah oui? Ouais. Et quand on a ces œufs, on fait les poussins d'un jour. On fait les poussins d'un jour. Et pourquoi? Et puis ça, c'est cet aspect-là qui a vraiment fait avancer la filière avicole. Parce que c'est la volaille domestique, ou bien c'est l'animal domestique chez qui l'embryon se développe indépendamment de la mère. Donc on peut mettre autant d'œufs sans la poule mère pour avoir des poussins. Mais c'est qu'on ne nous expliquait pas, on croit que bon... Pour avoir des poussins. Donc nous avons aussi une section sur l'économie de production de la filière même. Et on finira par un panel. Je sais que ça vous allez peut-être revenir sur ça. Un panel qui va s'occuper, qui va discuter autour des défis et des perspectives de financement des chaînes de valeur agricole. Ça, c'est important. Les défis et perspectives, bien sûr, de financement de cette filière-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font ça et là, mais bon, on se dit, est-ce qu'on a vraiment les moyens, la politique de bord qu'il faut pour arriver à terme? Parce qu'on sait qu'il y a l'importation qui s'agrandit au jour le jour. On va aborder le thème de cette rencontre, compétitivité et inclusivité des chaînes de valeur avicole en Afrique. C'est le thème retenu. Qu'est-ce qui a motivé le choix, bien sûr, de ce thème, monsieur professeur Tonant? Vous avez commencé par le dire. Oui. Avant de poser la question. Oui. Vous avez commencé par le dire. Et que c'est les importations. Oui. Qui sont là. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, ça fait que, est-ce que les produits, ce que nous produisons chez nous, sont compétitifs par rapport à ce qui arrive? Vous voyez? Alors, comment faire pour que nous soyons compétitifs, pas seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international? Bon. Le produit ou bien le poulet congelé que vous achetez par exemple dans le supermarché, généralement ça coûte moins cher que ce qui est produit localement. Ah oui, hein? Oui. Très facilement. Oui. Avec 1500, 1800, 2000 au plus. Vous avez un poulet. On a déjà un poulet, mais... Oui, vous avez déjà un poulet. Ce qu'on a traditionnellement ou bien ce qui se font sur place là, c'est au moins 3000, 3500. Voilà. Et ça fait que nous vous fuyons en fait. Vous nous fuyez. Mais vous ne devez pas nous fuir parce que ce que nous produisons, la qualité de ce qui est produit, ce n'est pas la même chose qui est importé. Donc, si on veut manger qualité, il faut prendre ce qui est produit localement. Bon, mais pour la compétitivité en sorte, je reviens sur la compétitivité. Oui. Là, on a débordé un peu. Je reviens sur la compétitivité. Pour rendre la filière compétitive, il faut réduire les coûts de production. Ok. Vous voyez, non? Il faut réduire les coûts de production. Et les coûts de production les plus importants dans la filière avicole, c'est l'alimentation. Comment travailler l'aliment pour réduire les dépenses pour être compétitif. Les coûts de production
qui sont exorbitants chez nous, c'est aussi parce que nous n'avons pas certains maillons de la filière avicole. Par exemple, si on dit les reproducteurs pour produire les œufs à couvert, les œufs qui vont donner des poussins, on n'en a pas au Togo. On n'en a pas. Bon, même si on en a, c'est pas suffisamment. Non, c'est vraiment à petite échelle. Nous sommes obligés d'importer les poussins d'un jour. Vous voyez. Bon, même si on a les couvoirs sur place et qu'on veut incuber, qu'on veut couver les œufs, il faut importer ces œufs à couver. Donc ce sont des éléments qui augmentent les coûts de production sans qu'on le sache. Ouais. Donc si on veut aborder ce sujet-là de compétitivité, et dans ce contexte, les communications qui vont être faites lors de la conférence vont porter sur ces aspects pour éclairer les participants, pour donner des informations, pour donner des stratégies, pour donner des initiatives, des innovations, de manière à ce qu'on travaille pour réduire les coûts de production et rendre la filière compétitive sur le marché. Parfait. Quelles sont donc ces chaînes de valeur et quelle est l'importance de voir la filière aujourd'hui évoluer en chaîne de valeur comme vous avez déjà commencé par fleurir? Il nous faut deux. En fait, dans l'agriculture, dans la filière avicole, il y a deux principales chaînes de valeur. Il y a la chaîne de valeur œufs de table, de consommation, et la chaîne de valeur viande de poulet. Viande de poulet. Oui. C'est là où ça devient intéressant. Oui, c'est deux choses complètement différentes. Si on veut faire la chaîne de valeur œufs de table, ça voudra dire qu'il faut avoir des poussins pontes. Vous voyez, les grandir jusqu'aux poulettes, les élever, les conduire pour produire les œufs. Vous voyez un peu? Oui. Oui. Donc, cela veut dire qu'il faut les parents qui donnent des œufs, il faut les couveuses pour donner des poussins, et il faut des éleveurs pour élever les poulettes. C'est toute une chaîne. Hein? Voilà, vous avez vu la chaîne. Voilà. Et il y a des activités à l'intérieur de la chaîne que je ne vais pas dire. Bien, c'est vrai. Cette chaîne de valeur œufs, quand ça finit, dans tous les cas, les poules réformées vont être retransformées en viande, mais ce n'est pas pour la viande qu'elles sont faites. Oui. Donc, les poules réformées qu'on transforme en viande, au fait, c'est des sous-produits. Ce n'est pas ce produit-là. Ce sont des sous-produits pour la chaîne de valeur œufs. Si nous prenons la chaîne de valeur viande, il y a les poulets, ça c'est ce qu'on appelle poulet de chair. Poulet de chair. Oui. C'est ce que nous consommons là. Hein? C'est ce que nous consommons. Oui. Là, dans cette chaîne de valeur, on a également aussi les parents qui vont donner des œufs à couver. Les œufs à couver sont incubés pour donner des poussins. Les poussins sont élevés par les éleveurs. Et après, ça va à l'abattage pour la transformation. On peut faire la transformation primaire, la transformation secondaire. Dans les deux cas, maintenant, pour les deux chaînes, il y a la distribution et les consommateurs. S'il n'y a pas la distribution, s'il n'y a pas la consommation, la chaîne n'est pas tirée vers le haut. Donc, cette chaîne, pour que ça soit tiré, pour que la chaîne existe, pour que la chaîne soit fonctionnelle, pour qu'il y ait de la rentabilité, il faut la consommation locale. C'est pour ça que... et c'est là où se pose le problème aujourd'hui. Oui, l'initiative du ministère en charge du commerce et de l'industrie, le ministère du commerce, qui encourage la consommation locale. Pour nous, c'est un atout. Ah oui, hein? Oui, ça peut nous permettre d'avancer. Et si nous rentrons dans cette dynamique, je suis sûr que nous allons porter nos chaînes de valeur avicoles très haut. C'est ce que beaucoup de pays ont fait. L'Europe a réussi. La Côte d'Ivoire passe. Le Sénégal avance. Le Togo peut le faire aussi. Nous avons les compétences. Les compétences sont là. Donc il faut que nous consommons.
Localement. Il faut que nous consommons localement. Mais est-ce que vous nous produisez vraiment localement en quantité suffisante qu'on puisse vraiment consommer à un coût plus ou moins qui arrange nous tous en fait? Parce que c'est ça aussi le problème. Hein. On se dit quand c'est un peu cher là, le mieux il faut aller voir les congélos là et puis bon, ça se gère aussi facilement. C'est vrai. Est-ce qu'on produit suffisamment aujourd'hui? Oui. Non, on ne produit pas suffisamment aujourd'hui parce que l'importation n'a pas encouragé la production locale. L'importation n'a pas encore lâché. N'a pas encouragé la production locale. Parce qu'il y a importation, la production. Alors il faut qu'on... Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la plus grande partie des productions ou des exploitations avicoles sont à petite échelle. Mais quand on veut faire l'agriculture, on ne cherche pas à gagner sur l'unité. C'est sur la quantité qu'on gagne. Imaginez quelqu'un qui produit 1 million de poulets de chair par semaine, comparé à 500 poussins par semaine, par exemple. Celui qui produit 1 million de poussins, de poulets de chair par semaine, l'écart est grand. Hein? L'écart est grand. Il peut réduire significativement le coût. Donc, ce sont ces initiatives-là qu'on doit encourager au Togo, si on veut. Mais au même moment, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a l'agriculture traditionnelle. Traditionnelle, ce que nous faisons. Hein. Oui, ce qu'on fait. On a appris de nos parents. Exactement. Il faut avoir une tête ça de aussi. poule, coq, et puis exactement. On fait de l'élevage à la maison. Exactement. Parce que ça aussi soutient beaucoup la consommation locale. C'est le marché du vivant. Oui. Oui, c'est le marché du vivant. Et c'est vrai, on ne sommes pas encore à une étape où on va dire non, l'agriculture traditionnelle n'existe plus, on ne peut plus l'encourager. On doit l'encourager parallèlement avec l'industrialisation. Et c'est l'industrialisation même qui prendra le pas sur le plan traditionnel. On verra finalement qu'il faut aller de l'avant. Vous voyez un peu. Voilà, c'est un peu... C'est tout un boulot. Hein? C'est tout un boulot. Il faut sensibiliser aussi les consommateurs à s'intéresser à tout ce qui est fait localement. Localement, la qualité de ce qui est fait localement. La qualité surtout de ce qui est fait localement. Oui. La plupart des poulets congelés qui viennent chez nous sont des poules réformées. Vous voyez là, ce n'est pas des poulets de chair qui sont produits pour la viande. C'est des sous-produits qu'on reçoit. Donc ça ne peut pas avoir la même qualité que ce qui est produit localement, ce qui est produit comme pour rien que la viande. La viande. Voilà. Parfait. Professeur Tonan, vous nous aidez à avoir le cœur net parce qu'il y avait eu tellement de zones d'ombre concernant le domaine de la filière. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps. On a tellement d'importations de poulets, de chaises qu'on consomme, même des œufs qui nous viennent des pays voisins, puisqu'on sait qu'en Afrique, on a des frontières poreuses, on ne peut pas tout contrôler, nos marchés sont inondés de ces produits-là. Donc avec le temps, il faut qu'on arrive quand même à mettre en place une politique, ce que les gouvernants ont déjà commencé par faire par le truchement du ministère du Commerce et de la consommation locale aujourd'hui, pour vous aider, vous qui êtes du domaine, à vraiment nous donner ce qu'il faut et pour faire booster également l'économie surtout et l'employabilité. Parfait. Le CERSA se bat depuis 2014 pour le développement de la filière avicole. Comment se comporte bien sûr cette filière-là au Togo aujourd'hui? Au Togo aujourd'hui, ce qui nous réjouit, c'est qu'il y a de très belles initiatives qui ont démarré. Il y a 10 ans, même 5 ans, on ne peut pas parler de repro des parents, des parentaux au Togo. Même l'incubation, la couverture artificielle, c'est timide. Voilà. Mais avec les efforts que nous faisons, nous travaillons avec la base. Travailler avec la base, il y a aujourd'hui des initiatives qui s'installent. Des initiatives qui sont en projet. Je prends une ferme, Kedi Farm par exemple, qui est à Toblecopé,
qui peut produire jusqu'à 1500 plateaux d'œufs par jour. 1500 plateaux d'œufs par jour. Ah oui, c'est grand, hein? C'est grand. Si vous multipliez par 1500 plateaux par 30, vous voyez la quantité d'œufs qui est produite par jour. Mais cette quantité peut doubler d'ici 6 mois. D'ici 6 mois? Ça peut doubler. D'ici 6 mois. Bon. Nous avons, par exemple, Togo Volaille. Ce qui est très bien pour Togo Volaille, c'est les importateurs, ceux qui importaient à l'extérieur, les poulets congelés, oui, qui vendent, qui distribuent ces produits-là. Ce sont ceux-là qui se sont réunis pour mettre en place la chaîne de valeur viande. Les parents, la couvaison, la production des poussins d'un jour et l'engraissement. Ensuite, il faut l'engraissement, il y a l'abattoir qui est là. Et nous accompagnons tous ces acteurs. Vous les accompagnez en formation ou comment, conseil ou comment ça se passe? Conseil, oui. Formation. Ok. Oui. On en a besoin. Et même suivi. Oui. On suit les projets pour eux, pas à pas. Et d'autres initiatives dans l'agropole Cara sont aussi en cours. Et ces initiatives peuvent produire jusqu'à 20 000 tonnes de poulet de chair par an. Et ça, vous allez vous battre pour nous donner ça, hein, pour qu'on au moins donne. Donc, moi, aujourd'hui, je reste quand même très optimiste. Je me sens fier de moi-même. Ouais, quand je vois ces initiatives-là, je me sens fier de moi-même. Avec le CERSA, nous avons mis en place, avec des promoteurs, des reproducteurs de poulets de chair, des reproducteurs de poules pondeuses. Aujourd'hui, les œufs sont produits au Togo, les poussins, les œufs sont incubés au Togo, les poussins sont distribués aux éleveurs togolais. C'est vrai, ce n'est pas encore à grande échelle, mais ça prend. Moi, si je veux faire cet élevage-là, hein, je peux? Nous sommes là. La formation, il faut que je passe à votre niveau. Oui. Il faut visiter le site internet. Moi, je n'ai pas fait les sciences et autres que vous êtes un génie du domaine. Moi, les lettres, et voilà. Bon, est-ce que je peux? Tout le monde peut faire l'agriculture. Tout le monde. Vous pouvez le faire. C'est pourquoi nous avons initié des formations de courte durée. Et ça dure combien à peu près de temps? Il y a des formes. C'est des modulaires. Oui, des modulaires, oui. Qui durent maximum 1 semaine par module. Ok. Maximum 1 semaine par module. Mais si vous voulez prendre tout le paquet, c'est environ 6 semaines. Et si vous prenez tout le paquet, nous allons vous demander d'aller en stage avant de recevoir l'attestation. Comme ça, vous faites aussi le stage pratique. Là, on est bien rodé. Vous êtes bien rodé. Parfait, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Comment se comporte la filière dans la sous-région? Vous avez eu à toucher par exemple certains pays, le Sénégal qui produit plus ou moins suffisamment pour la population, la Côte d'Ivoire, donc on parle aussi du Bénin à côté. Comment ça se comporte dans la sous-région aujourd'hui? Dans la sous-région aujourd'hui, les pays qui se démarquent, vous les avez cités, hein, il y a le Sénégal qui s'est démarqué, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, sont démarqués. Le grand. Ouais. Le Ghana a chuté entre-temps. Le Ghana était bien parti. Oui. Mais après, avec les importations, le Ghana a chuté. Donc le Bénin, c'est un peu comme le Togo. Oui. Oui. Et tout récemment, ils sont en train de prendre des mesures politiques pour interdire les importations. Ils ont déjà interdit, j'ai suivi ça. C'est 2025. Oui. En fait, 2025. C'est vrai de l'interdire en 2025. Mais il faut s'assurer que la production locale... Que la base est déjà bien en place, mise en place. Mais la base, en ma connaissance, n'est pas encore là. À moins qu'il travaille dur pour que la base puisse satisfaire la demande nationale. Et je crois qu'ils sont en train de le faire, de travailler sur ça. Pourquoi ils se sont donné un peu de temps pour le faire? Quand on prend le Burkina, le Mali... quel pays encore? La Guinée. Bon, tous ces pays, c'est presque au même niveau que le Togo, quoi. Donc, je crois que si un effort doit être fait, comme le Bénin, ça ne doit pas être, personnellement, ça ne doit pas être
individuelle. Tous les pays de la CEDEAO, ou même si c'est de l'UEMOA, doivent s'unir pour adopter une politique. Ouais, non. Et faire booster le secteur. Faire booster le secteur en ce moment-là. On ne va pas dire, ok, ça marche ici, ça ne marche pas là-bas, ça fait ceci, ça ne fait pas ici. Bien. Est-ce que c'est possible ce que vous dites là, que tous les pays s'accordent sur le principe pour faire relever le défi en matière, bien sûr, de cette production avicole dans l'espace CEDEAO, par exemple, ou bien UMOA, ou bien carrément Conseil de l'Entente? Ça peut se faire. Ça peut se faire. Si l'Europe l'a fait, ça peut se faire aussi. Okay. Si l'Europe l'a fait, ça peut se faire. Et si on ne le fait pas, le Nigeria a interdit les importations, mais les poulets de chair importés, congelés, vont toujours au Nigeria, par les frontières. Le Bénin va dire que 2025, on arrête. N'est-ce pas? Ils arrêtent, d'accord. Mais si la production locale ne satisfait pas les besoins, qu'est-ce qui va se passer? Les frontières sont poreuses. Les gens vont importer et ça devient un peu du cafouillage. Et donc si le Togo, le Bénin, le Nigeria, eux tous ils s'accordent pour dire à partir de ce moment on arrête, je crois qu'ils vont contrôler beaucoup plus ces importations. Ça c'est mon avis personnel. C'est un point de vue d'un expert. C'est bien pensé ce que vous dites. Parce que si la lutte est menée seule, c'est pas évident qu'on arrive à gagner la bataille. Mais ensemble, on peut réussir. Quels sont donc les défis auxquels fait face la filière avicole dans un pays comme le Togo? Les défis, on en a déjà touché quelques-uns. C'est le coût élevé des produits. C'est la productivité. Vous voyez, non? Et c'est le marché. Bon. Donc, si on peut travailler sur les coûts, réduire les coûts pour être compétitif, si le marché est prêt pour consommer local, non? Mais nous sommes prêts là. Oui. Consommer depuis local. Donc, Et maintenant, il faut que nous aussi, chercheurs, formateurs, nous travaillons de manière à ce que les coûts soient réduits. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous devons produire des compétences, pas des compétences livresques dans le papier. Ceux qui ont des expériences nous devons disponibles en même temps. Nous devons former ces ressources humaines-là. C'est important. C'est très important. Parce que quand on dit dans les universités, c'est la connaissance livresque. D'un autre côté, la recherche. Nous devons faire beaucoup de recherches appliquées pour innover, pour réduire les coûts. Vous voyez, nous avons beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages. Nous avons, si je prends par exemple la santé humaine, il y a des plantes médicinales qu'on utilise pour traiter des maladies. N'est-ce pas? Bon, au même moment, chez les volailles, on peut aussi utiliser ces plantes pour réduire les risques sanitaires et améliorer la productivité. Et quand on utilise ces plantes, quand ce n'est pas des antibiotiques, quand ce n'est pas des anticoccidiens, quand ce ne sont pas des produits vétérinaires synthétiques, vous voyez un peu ce que je dis? Là, ça nous permet de réduire le coût et d'avoir des produits de bonne qualité. Donc, il faut qu'on utilise davantage les ressources locales. Il faut qu'on forme. Il faut qu'il y ait consommation locale. Parallèlement à ça, pour faire l'agriculture, il faut de gros financements. Mais l'État a mis en place des mécanismes, ça est là pour pouvoir vous appuyer, vous qui êtes bien sûr. Enfin, ceux que vous formez, ceux qui sortent de ces centres, de ces écoles de formation, ils peuvent quand même profiter de ces occasions-là, non? Ils peuvent profiter de ces occasions-là, mais j'aurais bien voulu que ce mécanisme de financement soit plus incitatif. Ok. Vous voyez, non? Soit plus incitatif. La filière, quand on rentre dans l'élevage des volailles, ce n'est pas comme un commerce qu'on fait.
c'est pas quelqu'un qui va prendre l'argent pour acheter un produit, vendre. Et donc, le taux d'intérêt doit être de telle manière que la filière, que l'école, pas la filière, mais que les promoteurs soient incités à aller vers ce crédit. Ouais. Il faut qu'on arrive à avoir une banque agricole pour pouvoir quand même appuyer ceux qui interviennent dans le domaine. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Parce que dans les banques qu'on a, les calculs font de telle enseigne que les gens sont beaucoup plus désintéressés à faire des prêts là pour se lancer dans des projets comme vous le dites. Oui. Des banques qui sont là sont plus commerciales. Je suis d'accord. Oui. Mais au même moment, il y a sur le plan national quand même quelques mécanismes. Par exemple, le MIFA. Le MIFA, il y a le PAEG, il y a le FAEG, il y a le FAEG, il y a l'ANPGF, oui, qui donne des garanties. Vous voyez, non? C'est vrai, donne des garanties. Mais ce que moi j'aurais voulu, c'est qu'il y a les garanties, mais que le taux soit incitatif. Vous voyez un peu. En fait, c'est le problème de taux, hein? C'est le problème de taux. Ouais. C'est le problème de taux. Je donne un exemple comme ça. Un agriculteur qui va faire ses produits et à la fin, il a eu une marge par exemple de 10%. Si on lui demande de donner un taux de 8%, avec tout ce qui tourne autour, il fait une fois, deux fois, il se rend compte que ce n'est pas ça. Ça ne le nourrit pas vraiment. Voilà, c'est juste un exemple comme ça. Oui. Ouais. Donc, il faut que sur le plan financement, qu'on s'asseye, définir les coûts, voir ce que ça donne réellement et fixer les intérêts en conséquence pour que ça incite ces exploitants, ces promoteurs-là à aller vers le crédit et pour faire développer la filière. Parfait. Ouais. Merci bien sûr pour ces explications. Vu que les importations de ces produits-là mettent à mal les productions nationales, est-ce qu'on peut arriver un jour à l'importation zéro de produits de volaille? L'importation zéro, oui. Je ne peux pas dire oui. Plutôt chercher à inverser la tendance. Que ce soit beaucoup plus élevé en matière de la production nationale. Voilà. Que ça soit beaucoup plus. Peut-être 80%. Jusqu'à 90 même. 90% et 10% d'importation. Oui, si on peut aller jusqu'à 90% de production locale avec 10%, peut-être que ce sont ces 10%-là qui vont disparaître tout doucement. Vous voyez un peu? Oui. Ouais. Donc, dire importation zéro, ça va être... je ne peux pas le dire. Ça va être un peu délicat. Un peu délicat. Parce que veut dire qu'il reste beaucoup de choses à faire, surtout en matière de financement, consommation et autres, pour qu'on puisse quand même relever ce défi de production jusqu'à 80-90% et pour laisser de côté un peu ce problème d'importation. Et la politique doit être menée d'une façon régionale, pas individuelle. Hein, si je comprends bien tout ça. Mon humble avis, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission, professeur Tona. En résumé de tout ce qu'on venait de dire là, pour ce rendez-vous du 16 au 18 mai prochain, on va récapituler un peu pour permettre aux uns aux autres d'avoir une idée beaucoup plus succincte. Pour le rendez-vous oui. du 16 au 18 mai, c'est un rendez-vous panafricain qui va réunir tous les acteurs de la filière avicole, les chercheurs, les professionnels, les industriels, les étudiants, les techniciens, les formateurs, tous ceux qui interviennent. Et nous les journalistes aussi, hein. Oui. Pour qu'on ait les éléments de langage pour pouvoir mieux parler du secteur. Mieux parler, voilà. On éprouve des difficultés des fois avant d'aborder ce genre de sujet. Je dis merci bien sûr à cet aîné-là qui m'a aidé, qui est un grand du domaine, qui m'a aidé à avoir les éléments qu'il faut. Quelqu'un que je côtoie, votre
chef service communication, qui m'a aidé à faire le travail jusqu'à ce moment, qui m'a aidé. Parce que des fois, pour aborder la thématique, on se pose mille et une questions si on a les mots qu'il faut. C'est ça. C'est important. C'est vrai. C'est vraiment important. Il faut avoir le mot qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, comme je le disais, ça va réunir des acteurs, des participants d'un peu partout, de diverses origines. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont signalées, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana, le Bénin, le Nigeria, le Burkina. Je sais que la Belgique, la France, les Pays-Bas. Bon, donc, bref, pour ne citer que cela, nous attendons des acteurs, des participants de toutes ces origines. Merci bien. Qui vont partager leur expérience entre eux. Et nous allons profiter de ces expériences-là en Afrique. Parfait. Voilà. Et l'autre information qui me semble un peu importante, c'est aussi la formation au niveau de CERSA. C'est pas seulement ceux qui ont déjà la licence, mais les gens peuvent passer aussi faire cette formation modulaire et évoluer dans la filière, comme vous venez de le dire. Si vous avez déjà un niveau BPC pour comprendre notre langage, vous êtes bienvenu pour la formation modulaire. Même celui qui n'a pas ce niveau et qui est déjà qui connaît déjà un peu les mots, les béabas, il est bienvenu pour suivre cette formation de courte durée là. Dans les prochaines semaines, c'est vrai, nous avons lancé une session à Lomé, mais nous organisons ces mêmes formations de quelques modules dans la région de la Kara et dans la région des Savanes. Et là, nous avons nos alumni, nos étudiants qui sont sortis, qui sont de ces régions-là, qui vont essayer de donner ces formations en langue locale. Ah oui, donner ces formations dans des langues locales pour permettre aux uns aux autres de pouvoir mieux se retrouver dans les éléments de langage qu'il faut en matière de la formation. Surtout aujourd'hui quand on sait que il y a nos parents, nos aînés qui sont intéressés, mais quand on dit l'université ou un centre de formation de cet acabit, on a un peu peur. Donc ça va être fait prochainement dans les langues nationales. Oui, comme je l'ai dit, on va commencer dans la région de la Kara et dans la région des Savanes. Certainement dans deux semaines, on va commencer par former les acteurs. Et ça, c'est dans le cadre d'un projet en partenariat avec le PAM. Nous allons commencer. Si ça donne de bons résultats, ça voudra dire qu'on va généraliser sur le pays, quoi. Parfait. Et nous avons même aussi un programme avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour organiser des sessions de formation dans toutes les régions. Golfe, le Grand Lomé. Le Grand Lomé. Maritime. Plateau Est. Plateau Est. Plateau Ouest. Central. Kara. Et puis Savane. Nous sommes en train d'organiser. Tout est déjà organisé. Il suffit qu'on lance cette formation-là pour circuler sur toute l'étendue du territoire. Merci bien. Merci bien. Professeur Tounnan, c'est déjà la fin. Oui, mais si vous le permettez. Oui, je vous le permets. Parallèlement à cet événement que nous sommes en train d'organiser, il y a le festival poulet. Festival poulet. Pour encourager la consommation locale. On va venir goûter. Oui. Vous allez venir goûter, mais avec un peu de sourd. Il n'y a pas de sourd. Il n'y a pas de problème, en fait. On va venir goûter à ça. Ce festival poulet, c'est ouvert au public, qui va se dérouler parallèlement à l'événement, à notre conférence avicole. Donc, ce sont les restaurateurs togolais qui vont proposer des mets togolais, des accompagnements Togo avec le poulet togolais. Ok. Et ça se passera sur le site du campus universitaire de Lomé. Oui. Là où on va faire la conférence à côté. La conférence, c'est sur le campus. À quel niveau plus précisément? Au CERSA. Au CERSA. Oui. Parfait. Vous venez là-bas mardi
Oui. mercredi et jeudi, Ouais. vous allez manger du poulet fait Togo avec des mets togolais. Parfait. Ouais. Merci bien, professeur Tona. Et je rappelle pour les uns et les autres que CERSA se trouve sur le campus universitaire de Lomé, campus sud, comme nous aimons bien sûr le dire. C'est un peu derrière l'église catholique, hein, la paroisse universitaire, c'est un peu derrière, là-bas, un peu contigu à l'école supérieure d'agronomie. Oui. De l'université de Lomé. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. J'ai Côté bien nord, situé ça. oui, côté nord. Campus sud. Non, côté nord de la mosquée. De la mosquée. Ouais. Voilà, au campus Oui, sud, au bien campus sûr. sud. Ouais. Derrière la paroisse universitaire, contiguë bien sûr à l'école supérieure d'agronomie, un peu avec la mosquée universitaire. Vous êtes professeur Kwaku Tona, directeur du centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA, de l'université de Lomé. Merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier. C'est un bon exercice. C'est très bien. Ça nous a permis de dire un peu, d'informer le public de ce qui se fait à l'université. Et pour plus de détails, ceux qui veulent peuvent aller sur notre site internet, le site internet de l'événement, festivalpoulet.com. Parfait. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. À bientôt.